Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur l'initiative ACT. Avant de commencer, est-ce que vous nous entendez correctement? Est-ce que vous voyez aussi à la fois nos caméras et la projection du PowerPoint? Oui, on dirait super. Merci Eliott pour votre retour. On va attendre une petite minute, peut-être que les dernières connexions se stabilisent et on commencera assez vite parce qu'on a quand même un beau programme pour aujourd'hui. On se laisse une petite minute. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, les connexions sont déjà stables. Donc, on va commencer. Et puis, si d'autres nous rejoignent au fur et à mesure, ils pourront reprendre la présentation quand on enverra les supports. Alors, donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire sur ACT. Webinaire à destination des grandes entreprises et des ETI. On trouvait intéressant de rappeler comment est-ce que vous pourriez vous engager en tant que grande entreprise ou ETI avec ACT pour passer réellement d'un engagement sur le climat à l'action concrète. Donc ce sera l'objet aujourd'hui de notre webinaire. Quelques petites informations techniques aussi sur le webinaire en lui-même. Donc, on a lancé l'enregistrement de ce webinaire pour que vous puissiez y accéder après cet événement, justement, si vous souhaitez consulter des informations plus tard ou présenter, enfin pousser aussi le replay en interne éventuellement auprès de vos équipes. Donc, on vous transmettra le replay, mais aussi le support pour que vous puissiez accéder à toutes les informations. Vos caméras et micros ne sont pas accessibles. Par contre, vous pouvez totalement réagir dans l'onglet Conversation. Normalement, tout le monde y a accès. Vous pouvez également poser vos questions dans l'onglet Q&A. Alors parfois, selon les ordinateurs ou comment vous fonctionnez en interne, l'onglet Q&A ne s'affiche pas toujours. Donc pour ceux qui disposent de cet onglet-là, on vous invite à poser vos questions directement dans l'onglet Q&A, puisque c'est ici qu'on viendra chercher les questions pour y répondre lors de notre session de Q&A en fin de webinaire. Et sinon, n'hésitez pas encore une fois à réagir dans l'onglet Conversation. Avant de commencer, et ça permettra aux derniers arrivants de se connecter tranquillement, je vous mets une petite question dans l'onglet Conversation justement, et je vous invite à réagir euh, à cette question. Donc, je vais mettre des petites réponses aussi, à mettre un pouce du coup sur votre niveau de connaissance sur Act. Ça nous permettra de savoir un petit peu où est-ce que vous en êtes et puis d'adapter éventuellement notre discours au fur et à mesure. Donc, la question est quel est votre niveau de connaissance sur Act? Et vous pouvez donc mettre un petit pouce. Ça commence à venir, merci beaucoup. Donc, pour la plupart, quand même, vous avez quelques notions sur Act. Donc, très bien, on va pouvoir du coup commencer assez vite. Alors, hop, donc aujourd'hui, on a 1 heure et demie pour traiter trois grands sujets sur Act. Donc, premièrement, on va faire une petite représentation de Act, puisque ouais, je viens de voir votre commentaire, Adeline, vous découvrez. Donc, on va refaire une petite présentation rapide de l'initiative Act. Puis, Hilaria vous présentera donc le parcours pour les grandes entreprises ou pour pour les ETI, pardon. Et ensuite, on a le plaisir d'avoir Magali Serron de GRDF qui nous a rejoint et qui témoignera donc de son expérience avec Act. Juste après la présentation d'Hilaria, et on finira sur une session de questions-réponses pour répondre à vos interrogations. C'est l'occasion de poser toutes vos questions. On est plutôt en petit comité aujourd'hui, donc on pourra répondre plus précisément à vos questions.
Voilà, je propose de commencer assez vite pour ne pas perdre de temps justement et donc vous présenter rapidement l'initiative ACT. Alors, donc, l'Initiative Act a été créée à l'issue de la COP 21 en 2015, pendant laquelle les pays du monde ont signé l'accord de Paris qui visait donc à limiter l'augmentation enfin, de la température mondiale pardon, à 1,5 degré. Donc, ACT pour Accelerate Climate Transition a été fondé initialement par l'ADEME et le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est une ONG anglaise, et elle est dorénavant donc toujours portée par l'ADEME, mais aussi par une nouvelle ONG, une autre ONG pardon, néerlandaise, la World Benchmarking Alliance, qu'on appelle aussi la WBA, qui nous aide donc à la diffusion de ACT à l'international. ACT, c'est deux approches à destination des entreprises désireuses d'avancer sur les plans de transition et qui dépendent donc de leur maturité. On a donc ACT Pas à Pas qui vient vous aider dans la construction d'une stratégie de A à Z et ACT Évaluation pour évaluer justement les plans de transition des entreprises qui disposent déjà de plans de transition, Donc, on les détaillera un petit peu plus juste après. Mais la grande idée d'ACT, c'est d'engager des transformations avec l'application de nos méthodes. Donc, on parle ici de cadre de redevabilité. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc, en fait, avec la méthodologie ACT, on s'assure que les engagements pris initialement par les entreprises sont bien réalisés, que les résultats finalement sont bien là. Et on parle aussi de transformation parce qu'ACT, c'est à ce jour la seule méthodologie qui vient interroger la pertinence du business model et qui incite donc à le faire évoluer pour assurer la pérennité de l'entreprise dans les années à venir. Donc, je le disais juste avant, ACT, c'est une méthodologie donc internationale qui est adaptée à toutes les entreprises, peu importe leur taille et leur secteur d'activité aussi, qui est reconnue par de nombreux acteurs étatiques, scientifiques, financiers aussi, notamment par exemple la Banque de France qui s'est inspirée de ACT pour mettre en place son indicateur climat. Donc plus largement, ACT, c'est une méthode utilisée à maintes reprises par des entreprises de toute taille, encore une fois, de tout secteur d'activité à travers le monde, puisqu'on compte aujourd'hui plus de 5000 entreprises qui sont utilisatrices de la méthodologie. On vous a mis quelques petits chiffres pour rappeler un petit peu les engagements des entreprises, donc avec ACT Évaluation ou ACT Pas à Pas notamment. Donc on a un vivier intéressant et il reste encore des entreprises à aller convaincre. Donc l'initiative ACT, elle fournit des outils permettant aux entreprises de se préparer au mieux aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain et de répondre aux exigences légales tout en les aidant donc à bâtir et ou à maintenir leur compétitivité. ACT, c'est 4 grandes missions que vous voyez donc à l'écran actuellement. On outille les entreprises en leur offrant des méthodologies robustes, testées, reconnu avec des outils évidemment créés par l'ADEME et les équipes qui travaillent autour de ACT. On forme des experts pour une meilleure appropriation des méthodologies. Donc des consultants en cabinet de conseil qui pourront derrière vous accompagner dans vos démarches et des collaborateurs aussi en entreprise pour comprendre les plans de transition et les attentes quand on parle de ce sujet-là justement. Ensuite, on engage aussi le plus d'entreprises possible, évidemment, pour qu'elles s'approprient le sujet et puissent agir concrètement. Et enfin, on influence l'écosystème climat pour faire avancer le sujet des plans de transition, pour qu'ils prennent plus d'ampleur, et puis pour faire évoluer aussi les cadres, les normes et plus largement les pratiques. J'en parlais juste avant, donc ACT, c'est deux approches, ACT Pas à Pas et ACT Évaluation, qui répondent donc à des besoins et des maturités différentes. Donc les deux branches d'ACT, donc ACT Pas à Pas, ACT Évaluation, s'articulent autour d'un squelette commun qu'on appelle les modules pour traiter au mieux une bonne stratégie climat pour les entreprises. Donc, c'est 9 modules pour vous donner quelques précisions à l'oral. On parle d'objectifs de réduction, d'investissement matériel, immatériel, d'engagement auprès de vos clients, de vos fournisseurs et du public, de votre business model évidemment, mais aussi du management. On mettra quelques slides probablement plus spécifiques dans le
support qu'on pourra vous transmettre à l'issue du webinaire pour que vous puissiez voir plus en détail ce qu'on attend de Act, les livrables aussi de chaque approche. Donc ici, acte pas à pas, convient aux entreprises qui souhaitent construire donc leur plan de transition, leur stratégie climat. L'application de la méthode s'effectue en 5 étapes sur une durée en général de 8 à 12 mois. Plus dans certains cas, en fait, tout dépend, on a plein de paramètres à prendre en considération, évidemment. Donc, on réalise un diagnostic pardon, de la maturité initiale de l'entreprise, puis une analyse stratégique des enjeux et des défis de l'entreprise dans un monde qui transitionne. Ensuite, on établit donc une vision de ce que l'entreprise devrait devenir dans un monde bas carbone une fois qu'elle aura donc réalisé sa transition. Et ensuite, on entre dans une phase qui est beaucoup plus concrète, avec l'élaboration d'une nouvelle stratégie, une stratégie qui est détaillée, qui définit les orientations, les objectifs, mais aussi les ressources allouées à cette nouvelle stratégie. Et enfin, en dernière étape, on définit, on met en œuvre et on suit aussi le plan d'action qui découlera de cette nouvelle stratégie. Et donc, on a notre deuxième branche qui est donc acte évaluation qui correspond aux entreprises qui sont davantage matures sur le sujet, notamment car elles disposent déjà d'une stratégie qui servira donc de base à l'évaluation. Donc l'objectif de l'évaluation ici, c'est de vérifier que la stratégie établie par l'entreprise soit cohérente et alignée avec l'accord de Paris. Donc à l'issue de l'évaluation, l'entreprise se voit attribuer une note qui est composée de 3 scores. Un score de performance qui est une note en fait sur 100, qui est calculée selon les 9 indicateurs dont j'ai très rapidement parlé il y a quelques minutes. Un score narratif qui est représenté par une lettre entre A et E, A étant la meilleure, qui est basée, elle, sur 4 critères spécifiques, donc le modèle économique et la stratégie de l'entreprise, les risques business, la réputation et puis la cohérence de la stratégie. Et enfin, un score de tendance, plus égal ou moins, qui définit en fait la tendance de l'entreprise sur les années à venir. Ce qui est intéressant donc avec cette méthodologie, c'est que l'approche est sectorielle. C'est-à-dire qu'au moment du paramétrage de l'évaluation, le consultant donc indique le secteur d'activité de l'entreprise qu'il évalue dans l'outil, qui mettra donc à jour automatiquement les questions, mais aussi les pondérations pour chaque question, puisque tous les secteurs, évidemment, n'ont pas les mêmes enjeux de décarbonation. Alors, on a souhaité matérialiser le parcours type d'une entreprise pour que ce soit plus lisible pour tous. Et pour y replacer Act, il y a un petit peu d'animation. Hop, je suis allée trop loin. Donc ici, on prend le parcours de décarbonation comme exemple. Donc le parcours type, vous le voyez à l'écran, c'est 4 principales étapes. Et ensuite, une cinquième qui est facultative pour certaines structures. Donc, en première étape, on commence par mesurer ces émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre de la décarbonation, de l'atténuation, évidemment. Donc, on réalise un inventaire des émissions de gaz à effet de serre. C'est indispensable pour pouvoir se lancer dans une démarche Act. Il faut bien qu'on parte, en fait, d'un existant pour pouvoir derrière s'améliorer. Et ici, dans le cadre du parcours de décarbonation de l'entreprise, c'est d'avoir mesuré ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, il existe tout un tas de méthodologies françaises et internationales pour vous aider dans cette première étape. Ensuite, on vient définir des objectifs de réduction, notamment peut-être que certains d'entre vous connaissent la Science Based Targets Initiative, qui permet donc de s'engager sur des objectifs de réduction. Ensuite, on vient planifier donc une stratégie, c'est-à-dire la construire finalement, et c'est là qu'Acte Pas à Pas intervient pour pouvoir planifier une stratégie qui sera en accord, en adéquation avec les objectifs que vous serez fixés en deuxième étape. Ensuite, en quatrième étape, on vient évaluer l'alignement et la cohérence de la stratégie qu'on aura établie. Pardon. Et en cinquième étape, qui est donc facultative pour certaines structures, on rend compte donc au travers de plusieurs standards, on publie un reporting transparent sur les engagements qui sont pris par l'entreprise et puis aussi montrer justement qu'on a pu atteindre ces objectifs, montrer la stratégie, présenter les actions aussi qui en découlent.
Donc, hop, vous voyez apparaître les petites flèches en bas de l'écran. Acte pas à pas, ici, sert à passer de l'ambition à l'action. C'est bien de se fixer des objectifs, mais comment est-ce qu'on peut les atteindre en utilisant Act pas à pas évidemment, mais en créant en tout cas, en construisant sa stratégie en adéquation. Et puis, Act Évaluation permet de passer des preuves des promesses, pardon, aux preuves. Donc, encore une fois, on a défini des objectifs et on prouve qu'on a atteint ces objectifs, qu'on a une stratégie cohérente en réalisant une évaluation avec Act Évaluation. Donc cette slide, elle est intéressante pour replacer Act, mais aussi pour avoir une vision globale des acteurs qui sont impliqués ou à impliquer dans chaque étape du parcours. Donc, je vais vous présenter sur la slide précédente le parcours type de décarbonation d'une entreprise. Historiquement, Act a toujours été tourné atténuation. C'était le sujet numéro 1 qui était traité par nos méthodologies. Mais évidemment, l'atténuation n'est pas l'unique sujet à traiter quand on parle de climat. Et donc, nous avons élargi notre périmètre en rédigeant des nouvelles méthodologies qui portent sur l'adaptation et la biodiversité. Donc, au total, aujourd'hui, nous proposons deux approches sur l'atténuation, donc acte évaluation et acte pas à pas. Une approche d'évaluation sur l'adaptation, bientôt deux, j'en parlerai juste après. Et enfin, une méthode aussi très récente du coup d'évaluation sur la biodiversité. Donc pourquoi je vous disais une méthode pour l'instant sur l'adaptation, bientôt deux, nos équipes travaillent actuellement sur la fusion, enfin la nouvelle version de la méthodologie Acte pas à pas, en intégrant donc les principes d'adaptation pour proposer une méthodologie Acte pas à pas climat pour traiter à la fois l'adaptation et l'atténuation en une seule fois. Donc, pour chacune d'entre elles, de nos méthodologies, il existe un prérequis spécifique. On en parlait sur la slide précédente, pardon. En étape 1, on a toujours besoin de mesurer pour avoir une base, pour derrière pouvoir s'améliorer, travailler dessus. Et donc, dans le cadre du parcours de décarbonation, c'est la première brique à gauche. Donc, on réalise un bilan des émissions de gaz à effet de serre pour pouvoir ensuite travailler sur l'atténuation avec Act. Pour l'adaptation, on demande un diagnostic de risque. Et pour la biodiversité, on vient réaliser donc une empreinte biodiversité. Donc juste pour terminer, avant de laisser la parole à Hilaria, donc je vous ai dit, nos équipes travaillent sur deux méthodologies. Enfin, je vous ai parlé d'une pour l'instant qui est Acte pas à pas climat, mais on travaille sur deux nouvelles méthodologies Acte pas à pas, donc Acte pas à pas biodiversité et ressources. Et si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, vous aurez nos contacts à la fin de la présentation pour pouvoir vous intégrer peut-être à une liste de diffusion ou qu'on tienne un petit Excel pour pouvoir vous contacter si vous êtes intéressé quand les méthodologies auront été publiées. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette partie-là. Peut-être qu'il y a déjà des questions dans le chat, mais je ne vois pas, j'ai pas encore accès à la fenêtre, donc on verra peut-être à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser l'onglet conversation et Q&A. On a été assez vite sur cette partie-là. Donc, comme je vous disais, on pourra rajouter des petites slides supplémentaires qui seront accessibles du coup après le webinaire pour que vous puissiez creuser un petit peu plus Acte pas à pas, Acte Évaluation. Et sinon, on se tient évidemment à votre disposition pour pouvoir préparer et organiser un petit moment pour échanger ensemble plus en détail. Hilaria, je te laisse la main pour la suite. Yes. Merci beaucoup. Donc, on va essayer de vous montrer comment les différentes méthodes qu'on vient de voir peuvent se combiner sur un parcours de transition pour une entreprise de votre taille. On verra comment certaines méthodes peuvent vous aider à avoir un diagnostic de la maturité de votre plan de transition, engager votre chaîne de valeur et comprendre aussi, notamment pour répondre à une des questions dans la conversation que je voyais tout à l'heure, quelle est vraiment la différence de positionnement entre l'initiative ACT, entre SBTI, notamment avec l'évolution du référentiel SBTI et donc les mécanismes aussi de complémentarité entre les deux. Pour commencer, pour bien comprendre le positionnement de l'initiative, on vous a mis ici les résultats d'une campagne d'évaluation
qu'on réalise en partenariat avec le WBA, qui est la World Benchmarking Alliance, qui est une ONG internationale avec laquelle on travaille depuis 2017 et qui utilise les méthodes ACT d'évaluation pour produire des benchmarks internationaux sur 1000, 2000, 3000, bientôt 4000 entreprises et pouvoir avoir des éléments de comparaison non sur l'impact, non sur l'engagement, mais sur la crédibilité du plan de transition. Donc, la dernière étude qui date de l'année dernière sur 2000 entreprises internationales qui sont un mélange d'entreprises de grande taille, mais aussi avec en tout cas les priorités en termes d'impact. L'étude nous montre que les entreprises qui se fixent des objectifs de réduction, donc type SBTI, ont effectivement 2,5 fois plus de chances de réduire les émissions année après année. Donc, cela veut dire que dès qu'on se fixe un objectif, dès qu'on se projette, dès qu'on se donne un cap stratégique, ben, en effet, ça nous engage et on a plus de chances de se mettre en mouvement. Par contre, la même étude nous montre que sur ces 2000 entreprises, il y en a presque 80% qui ont au moins un objectif de réduction, donc qui ont pris un engagement. Seulement 43% d'entre elles commencent à communiquer sur des leviers de décarbonation, mais 3% uniquement ont un vrai plan de transition. Un plan de transition, donc un plan clair, à la fois stratégique opérationnel, avec des échéances, avec des quantifications, en tout cas des éléments qui nous montrent que l'objectif que l'entreprise se fixe est réellement atteignable. Et donc, nous, le positionnement de l'initiative, c'est sur les 97% qui n'ont pas de plan de transition, et puis évidemment, le 20% des entreprises qui n'ont même pas commencé à se fixer des objectifs de réduction et donc se lancer dans la démarche. Dans la slide suivante, il y a un petit décalage, j'ai l'impression, qui est très bien. En fait, cette slide ici pour nous rappeler que autant quand l'initiative ACT a été créée en 2015, le sujet des plans de transition était assez nouveau. C'est qu'avec la COP à Glasgow qu'on a commencé vraiment à prioriser le sujet de la crédibilité et de l'action. Là, maintenant, le sujet est en haut de la pile. La CSRD nous rappelle l'importance des plans de transition, nous rappelle via les data points aussi comment il se compose un plan de transition. On y retrouve la méthodologie ACT, le mapping entre les méthodes ACT et la CSRD est de 96-97%. Le pourcentage de non-compatibilité n'est rien d'autre que les data points qui touchent à des éléments spécifiques du bilan de gaz à effet de serre que pour nous est un prérequis. Mais voilà, en termes vraiment de philosophie et de mapping, on a une correspondance presque parfaite. On a une évolution de la réglementation européenne pour la finance, la SFDR, qui va non seulement proposer un classement des entreprises via article 8 et article 9, donc qui nous permet de distinguer les entreprises vertes de celles qui ne le sont pas. On a une introduction du concept de fonds de transition dans la SFDR, qui va donc demander aux institutions financières d'être capables de mesurer non seulement voilà la catégorie de l'entreprise elle-même telle qu'elle est, mais de mesurer l'effort de transition et la maturité sur le plan de transition des entreprises. Donc, c'est pour ça aussi que depuis maintenant 6 mois, 7 mois, on a de plus en plus de demandes du monde des institutions financières, bancaires, private equity, on a vraiment toutes les catégories qui nous demandent de les aider à adapter leurs outils pour être capable de réellement distinguer la maturité de l'entreprise et non seulement l'existence ou non-existence d'un engagement. Et puis, vous avez certainement vu passer la mise à jour de la méthode, en tout cas du standard SBTI récemment, lancé officiellement à la Climate Week il y a 2 semaines à Londres, qui va demander aux entreprises de catégorie A, dans les catégories A, on y retrouve la totalité presque des entreprises françaises parce qu'on a des grandes entreprises, mais même les petites moyennes entreprises dans les pays développés. On aura l'obligation de soumettre un plan de transition sur ça a changé, ce n'est plus 12 mais 15 mois, suivant la soumission du dossier de validation de l'objectif SBTI. Donc, on voit que le sujet des plans de transition est de plus en plus d'actualité. Comment on combine tout ça avec le modèle des entreprises? C'est pas une surprise, on a de plus en plus d'études
qui apparaissent, qui nous montrent quels sont les effets positifs en termes de résilience, en termes de réduction des coûts, en termes de réduction des risques de la mise en place d'un plan de transition ou d'une stratégie RSE. Nous, on a ajouté, à cette liste d'études, en tout cas, notre brique, on a réalisé une campagne sur une centaine d'entreprises qui ont mis en place des plans de transition avec la méthode ACPASAPA depuis au moins un an. Justement pour sortir de la logique, allons analyser l'engagement, mais regardons les effets concrets sur le modèle économique. Et d'ailleurs, l'étude est disponible en français et en anglais sur notre site internet avec les résultats complets. On voit que 87% des entreprises qui ont mis en place un plan de transition depuis au moins un an avec ACPASAPA jugent leur investissement de donc travail sur la construction du plan de transition rentable déjà au bout d'un an. 78% d'entre elles ont transformé leur offre à la suite du plan de transition. Et ça, c'est un signal qui est très positif, dans le sens que les démarches de construction du plan de transition ne restent pas de l'engagement interne, mais viennent transformer le portefeuille de produits, viennent rajouter des nouveaux produits catégorisés bas carbone, viennent rajouter des éléments de compréhension de l'impact sur le portefeuille de produits. Et ça, c'est un autre chiffre. 86% d'entre elles, pour la première fois à la suite d'un accompagnement pas à pas, ont communiqué leur stratégie, ont communiqué leur plan de transition à des parties prenantes externes, donc que ce soit des investisseurs, des banques, des fournisseurs, des clients. Donc, tout ce qu'on va vous présenter, évidemment, il y a un sujet d'impact et des réductions des émissions, mais vous allez voir, les méthodes ACT ont été construites pour se rattacher un maximum au sujet des avantages, en tout cas, et des opportunités stratégiques pour l'entreprise. Et ça, Laurent vous en a parlé. On rentre dans les démarches ACT pas à pas par l'analyse des risques et des opportunités, par l'analyse du modèle économique, et qu'ensuite, on va travailler sur toute la partie des carbes, mais vraiment une notion de planification stratégique. Évidemment, la cible, en tout cas, des entreprises de laquelle vous faites part, on a un sujet, et je ne vais certainement pas vous l'apprendre, de scope 3 important. On est sur entre 70% et 90% des impacts qui se retrouvent dans votre chaîne de valeur. Des études récentes, notamment de SBTI, nous montrent que les entreprises, 90% des entreprises trouvent très difficile de se fixer un objectif de réduction sous ces émissions-là. 81% d'entre elles trouvent difficile d'influencer les pratiques de ces fournisseurs. Et donc là, en fait, on s'attaque au cœur du sujet. C'est la plupart des impacts et c'est là aussi se trouve la plupart de la complexité. Et donc, vous allez voir l'idée du programme ACT pour l'engagement de la chaîne de valeur a vraiment comme objectif de sortir d'une pure approche définition des objectifs de réduction de la part des fournisseurs et donc suivi des réductions dans le temps à catégorisation de mes fournisseurs sur la base de leur maturité réelle et donc suivi de l'augmentation de leur maturité dans le temps, qui sort d'une approche uniquement très chiffrée sur la trajectoire. Et donc, comment on combine tous ces éléments dans un parcours que nous, on considère en tout cas efficace pour les entreprises d'une certaine taille, en y mettant toutes les briques des méthodes ACT. Vous le voyez ici à l'écran, on a vraiment cette première brique que nous, on trouve essentielle en tant que grande entreprise ou ETI, faire un point sur le plan de transition actuel. Vous avez probablement déjà calculé des bilans de gaz à effet de serre. Vous l'avez fait même plusieurs fois. Vous avez probablement défini une trajectoire de décarbonation, des objectifs. Vous avez probablement déjà fait valider votre engagement SBTI, qui n'est pas une obligation, mais qui est de plus en plus fréquent. Maintenant, ça a du sens de se poser sur tout ça, sur l'existant, et de réaliser une évaluation ACT pour se dire, OK, très bien, est-ce que par rapport à ce qui est attendu d'un plan de transition sectoriel pour mon secteur à moi, ce que je suis en train de faire, est-ce suffisant? Et donc, l'évaluation ACT, on va le voir, mais en tout cas, elle va regarder non seulement l'engagement, non seulement la partie sur les impacts, mais vraiment les moyens. Et donc, ça vous donne une note, ou en tout cas une revue de la crédibilité de votre plan de transition avec des recommandations opérationnelles qui vous permettent de réactiver la démarche d'amélioration du plan de transition. Donc, première brique,
je me pose sur la stratégie que j'ai mise en place. Deuxième brique qui est pertinente pour votre cible, c'est acte pas à pas. Probablement pas pour vous, mais pour vos fournisseurs. Je me rattache à ce que je disais de l'accompagnement de la chaîne de valeur, engagement de vos fournisseurs qui sortent de la logique SBTI, objectif de réduction, et donc collecte des informations chaque année, mais comment réellement je pousse mes fournisseurs, on va voir les entreprises qui ont déjà commencé à le réaliser en France et en Europe, à mettre en place un vrai plan de transition, et moi, en tant qu'acteur qui sélectionne et qui accompagne ses fournisseurs, comment je peux adapter mes outils, et ça c'est la partie 3 qu'on a mis en place suite à de plus en plus de demandes de grandes entreprises et institutions financières, comment on adapte nos outils de catégorisation, de scoring de nos fournisseurs, de sélection de nos fournisseurs, pour que RSE, climat et achat parlent la même langue. Et donc, qu'on puisse sélectionner ces fournisseurs sur la base des critères de crédibilité, de maturité, et non seulement de gaz à effet de serre, objectif de réduction et engagement chiffré, quoi. Comment ça se passe tout ça de façon très concrète? La brique 1, l'évaluation. Laurent vous l'a déjà mentionné, ce n'est rien d'autre qu'une évaluation à partir de vos données privées. Donc, il y a un accompagnement qui est réalisé un de nos experts qui sont formés, qui ont une licence ACT, qui sont coachés par l'initiative ACT, qui ont des expertises sectorielles différentes, des tailles de cabinets différents. On a des experts indépendants ou Big Four qui peuvent réaliser une évaluation ACT et donc produire ce scoring en 3 parties que Laurent a présenté, qui est vraiment un score de crédibilité à la fin. Et donc, il vous donne des recommandations qui sont pertinentes pour votre secteur à vous et qui vous montrent quelles sont les prochaines étapes pour petit à petit aligner non seulement votre trajectoire, mais toutes vos actions, toutes vos stratégies, tous vos plans de transition, les plans d'action opérationnels à ce que ça devrait ressembler pour être un plan de transition aligné avec l'accord de Paris pour votre secteur à vous. Et donc, ça, c'est la première brique. À chaque fois, on a une petite slide, on vous laissera évidemment le support avec le calendrier et aussi en moyenne combien ça coûte, c'est des ordres de grandeur. En général, une évaluation ACT, on peut tourner la slide. Ah oui. Est-ce qu'on peut revenir sur cette partie ici après, s'il te plaît, Laurent? Ok, très bien. Comme ça, on répond à la question dans le chat. En général, une évaluation ACT, elle prend entre 2 mois et demi, 3 mois maximum entre le lancement du projet et la restitution des recommandations. Ce n'est rien d'autre qu'un projet similaire à un audit. Il y a une collecte de données, on a des outils ACT en ligne sectoriels, on produit l'évaluation, on vous restitue l'évaluation avec les recommandations. En moyenne, ce qu'on voit, c'est qu'une évaluation ACT, selon la taille et la complexité aussi de votre secteur, prend 10 jours de conseil. Et donc, cela ensuite va dépendre du taux conseil des entreprises qui vous accompagnent. Et l'ADEME prend en charge jusqu'à 3 000 € de cette évaluation-là. Donc, sachez que c'est un guichet de financement qui est toujours ouvert. Je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs sur il n'y aura pas de financement, ça s'arrête cette année. Ce n'est pas du tout le cas d'ici 2028 pour tout ce qui est de l'engagement individuel, à la fois sur pas à pas et acte évaluation. Pas d'incertitude, ne vous inquiétez pas. Le seul prérequis pour vous, c'est bon, évidemment d'avoir un plan de transition à faire évaluer, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Mais il y a aussi une formation qui est réalisée par l'initiative ACT. C'est une formation de 1 jour à destination des coordinateurs climat, responsable climat, direction RSE, en tout cas les personnes que vous souhaitez, mais au moins une de l'entreprise doit être formée par l'initiative ACT à ce que c'est un bon plan de transition et en tout cas comment les différents actes, les méthodes ACT fonctionnent concrètement pour devenir ensuite des pilotes autonomes de la démarche. Voilà, c'est une formation que de toute façon vous pouvez faire. Sachez qu'on vous partagera le lien d'inscription. Il y a plusieurs dates sur toute l'année. Il y a presque une date par semaine. C'est une formation qui coûte 1 000 € mais qui est prise en charge par les OPCO. Donc, il y a un reste à charge qui est de 300-400 € selon en tout cas votre régime.
effectivement, on peut revenir à les 2 slides précédentes parce qu'elles répondent à la question qu'il y avait dans le chat qui est très bien. Il y a souvent ce malentendu, en tout cas cette incompréhension. Quelle est la différence entre ACT et SBTI, la trajectoire de décarbonation, les objectifs et l'initiative ACT, ACT évaluation. La grande différence, c'est que le travail de SBTI, que nous, on reprend, on travaille main dans la main avec SBTI, on est référencé par SBTI comme méthode pour la partie plan de transition. Leur travail, c'est vraiment de valider le fait que la trajectoire que l'entreprise se fixe, elle est alignée avec la science et donc elle est suffisante pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris. C'est notre fameux, qu'on a vu dans l'étude de tout à l'heure, quand on se fixe un objectif de réduction, on a 2,5 fois plus de chances de réduire les émissions. Donc, on valide que la destination, elle est bien la bonne. C'est ça le travail. Alors qu'avec l'évaluation ACT, ce qu'on va faire, c'est est-ce que le chemin que l'entreprise est en train de parcourir, il est crédible pour qu'on puisse réellement atteindre l'objectif de réduction que l'entreprise s'est fixé. Donc, on pourrait avoir des entreprises, et notamment si on passe à la slide d'après, elle nous sert très bien à comprendre cela de façon concrète. On pourrait avoir des objectifs SBTI validés, type l'entreprise Chine. Les objectifs que Chine s'est fixés et qui a communiqué publiquement sur la base d'un bilan de gaz à effet de serre complet, eh ben, effectivement, ils sont alignés avec la science. On ne peut pas leur dire votre moins 90% n'est pas aligné avec l'accord de Paris. Donc, l'objectif des SBTI, c'est de décortiquer le bilan de gaz à effet de serre, de décortiquer la trajectoire et l'objectif et de se dire, eh ben, effectivement, c'est aligné avec la science, on valide votre objectif. L'évaluation ACT de Chine, elle donne une note de 16%. 16%, eux, moins. Donc, ça nous donne des éléments sur la crédibilité pour l'atteinte de cet objectif-là. Donc, ça, c'est vraiment la différence. Évidemment, si vous avez des objectifs déjà alignés avec SBTI, dans notre partie d'évaluation ACT dédiée à l'analyse des objectifs, vous allez gagner la totalité des points. Et notamment, c'est ce qui se passe ici avec Chine. Les 16% sont notamment sur toute la partie objectif de réduction. Mais ce n'est pas suffisant, on ne s'arrête pas là dans la partie analytique. Dans Acte Pas à Pas, dans la construction du plan de transition, il y a bien une étape où on se fixe des objectifs de réduction, on se fixe une trajectoire, et ben, on peut reprendre les méthodes SBTI pour le faire. Donc, ça fait partie du parcours de construction du plan de transition. Et donc, ça, c'est la première brique que nous, en tout cas, on recommande dans le parcours, en tout cas, d'une entreprise. Je me pose sur le chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant. Je me pose sur les moyens que je suis en train d'allouer à mon plan de transition, mes objectifs, mon management, ma stratégie d'engagement client-fournisseur, mon engagement public, et je regarde comment je pourrais l'améliorer. Deuxième brique, comment j'engage ma chaîne de valeur, qui ne soit pas uniquement une demande de se fixer un objectif de réduction, mais concrètement un accompagnement pour que l'entreprise mette en place un plan de transition elle-même et donc elle augmente sa maturité sur sa performance réelle. Ici, ce qui fonctionne très bien depuis, je dirais, 2-3 ans, c'est le format de l'action collective, en tout cas l'usage de la méthode Acte Pas à Pas pour engager ses fournisseurs. L'action collective n'est rien d'autre qu'un porteur de projet qui peut être une entreprise d'une certaine taille qui essaye d'engager ses fournisseurs dans un groupe à minima de 10 entreprises, mais qui peut aller jusqu'à autant d'entreprises dans votre chaîne de valeur que vous souhaitez, pour qu'elles travaillent chacune sur son plan de transition avec des moments collectifs animés par le porteur de projet. Et donc, ça génère vraiment une dynamique de mise en place de plans de transition de chacun des fournisseurs, mais aussi une logique de partage, de montée en compétences, de programme d'engagement, pour de vrai, qu'un porteur de projet, qu'une entreprise d'une certaine taille d'habitude peut mettre en place. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus, on peut le voir dans la slide d'après.
comme je vous disais, depuis 2 ans. Je me rappelle, il y a peut-être 3 ans, la première fois qu'on avait proposé l'idée du format d'action collective, on en avait peut-être reçu 2, 3 dossiers de financement. L'année dernière uniquement, on a eu 352 fournisseurs ou membres de réseau qui ont mis en place des plans de transition avec Act Pas à Pas via des actions collectives. Et donc, on a des porteurs de projets qui sont très différents. On a des fédérations, type Pactaline, qui engagent ses membres via des actions collectives. Mais comme je vous disais, il y a aussi des porteurs d'actions collectives au sein de grandes entreprises. C'est l'exemple de Carrefour que maintenant demande à ses 150 premiers fournisseurs, en tout cas, de travailler avec Act via des évaluations ou des accompagnements pas à pas. C'est le cas de Leroy Merlin. On reçoit de plus en plus de fournisseurs Leroy Merlin dans nos formations parce qu'ils se lancent dans des démarches pas à pas, car partie d'une action collective Leroy Merlin. C'est le cas du groupe Vive. Donc, on a de plus en plus, en tout cas, de grands acteurs qui engagent leur chaîne de valeur via des accompagnements pas à pas. Et donc, ça, c'est un petit peu l'idée. Ça permet de sortir de la dynamique juste collecte d'informations, bilan gaz à effet de serre, engagement de réduction dans le temps, mais concrètement, la mise en place d'un programme d'engagement plus concret, quoi, de transformation de la chaîne de valeur plus réaliste. Pareil, petite slide de planning. Comment ça fonctionne une action collective d'habitude? Évidemment, il y a une partie qui est pour vous, qui est l'animation du collectif. Maintenant, vous pouvez la faire en interne, donc vous pouvez vous charger de l'animation du collectif, mais qui peut prendre la forme que vous souhaitez. Je sais qu'il y a des actions collectives où le porteur de projet réalise des webinaires ou en tout cas des réunions à distance une fois par mois, et puis des actions collectives où c'est des ateliers d'une matinée en présentiel avec ses fournisseurs qui participent à l'action collective une fois tous les 2 mois. Donc, le fonctionnement du programme, c'est vraiment à vous de le monter. Mais pour ça, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des consultants qui est, en tout cas, notre communauté d'experts ACT, qui est, je pense, 90% des cas des actions collectives de l'année dernière, qui se charge d'animer le collectif, faire intervenir d'autres entreprises, des experts, les faire monter en compétences. Et puis, effectivement, il y a l'accompagnement de chacun des fournisseurs que vous engagez dans votre chaîne de valeur. Et pour eux, le parcours Act Pas à Pas, c'est un parcours Act Pas à Pas classique qui prend en moyenne entre 10 et 13 mois, parce que c'est le temps du diagnostic initial jusqu'à la mise en place et au déploiement du plan d'action qui dérive du plan de transition. Et pour cela, pareil, il y a un aide de l'ADEME qui est à la fois pour vous en tant que porteur de projet, dans le sens que l'ADEME prend en charge un volet plutôt conséquent de votre coût d'animation du collectif. Donc, vous vous appuyez sur un cabinet de conseil externe qui vous organise les moments collectifs une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, tel que vous le souhaitez. Et ben, l'ADEME couvre une partie de ce coût-là. Idem pour chacun de vos fournisseurs, l'ADEME prend en charge jusqu'à 15 000 € pour les entreprises de services et 19 000 € pour les entreprises industrielles de leur propre coût d'accompagnement pas à pas. Donc, c'est pour ça que c'est un format qui marche plutôt bien. Il y a un appel à projet qui va se clôturer dans pas longtemps, mais il y en a un nouveau qui va se lancer d'ici la fin de l'année. Et de toute façon, l'usage de Act comme outil d'engagement de votre chaîne de valeur, il se fait même au-delà des actions collectives. Hein. Ça reste un outil, en tout cas, pertinent pour cet usage-là. Une troisième brique que nous, on considère, je voulais mentionner, pertinente. On a souvent des entreprises à la sortie de Act Pas à Pas qui nous disent mais comment c'est possible? J'ai fait tout ce travail et puis mes échanges, et en tout cas mes critères de sélection auprès de mes clients, en fait, ils ne prennent pas en compte tout le travail que j'ai réalisé. On se retrouve sur des critères très basiques de est-ce que j'ai un engagement validé SBTI? Peut-être pas, mais pourtant, j'ai fait du Act Pas à Pas et j'ai un plan de transition solide. Et donc, il n'y a pas de matching entre la stratégie d'engagement et puis la stratégie de sélection des fournisseurs. Et donc, ce qu'on commence à faire, parce que, en tout cas, le marché le demande, c'est ce qu'on appelle des Act Review, qui n'est rien d'autre qu'une revue critique de vos grilles ESG, de vos grilles climat, de sélection de fournisseurs, pour vérifier, en tout cas, vous recommander comment l'aligner un maximum avec les principes et le regard que Act a sur la maturité des entreprises.
Et donc, petit à petit, avoir ce langage commun, à la fois côté achat et à la fois côté engagement RSE et climat. Donc ça, c'est la troisième brique de notre puzzle, en tout cas, d'accompagnement ACT pour les entreprises de grande taille, ou en tout cas ETI. Un projet ACT Review, il dure moins de 2 mois en moyenne. On collecte vos grilles ESG, vos outils internes de scoring. On refait une revue critique à la fois sur la méthode et à la fois sur les résultats pour vérifier qu'une entreprise évaluée avec ACT est catégorisée via vos outils. Plus ou moins, elle se retrouve au même endroit de maturité. On émet de recommandations et après, libre à vous de en faire ce que vous souhaitez. Donc ça, voilà, c'est la troisième brique de ce que l'initiative ACT fait pour votre cible, en tout cas votre catégorie d'entreprise. Hein. Je pense que j'ai tout dit, c'est ce qu'il me paraissait. Et donc, je n'ai pas vu ça. Il y a quelques questions, je vais faire une passe, mais je passe la parole à Magali, qu'on a le plaisir de avoir avec nous. Il manque un petit D à GRDF, Oui. mais je pense que ça n'a pas besoin de présentation. Personne n'aura beaucoup de doutes là-dessus. J'en profite aussi pour te remercier. Avec Magali, on a travaillé notamment sur l'évaluation ACT, sur la revue de l'évaluation ACT, et donc en tout cas toute la notion de crédibilité autour du plan de transition et aussi le côté sectoriel de l'analyse qui est important parce que réussir sa transition dans un secteur plutôt qu'un autre ne demande pas le même effort et n'est vraiment pas pareil. Donc, il y a 10 personnes à l'initiative ACT qui depuis des années travaillent aux déclinaisons sectorielles des plans de transition, main dans la main aussi avec SBTI, hein, qui met à jour ses trajectoires et ses méthodes. C'est toute la plus-value de l'exercice. Et donc, Magali, sans tarder, je te passe la parole. Merci Laria, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. J'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Donc je vais vous parler de la très belle expérience qu'on a depuis de nombreuses années avec ACT. Et c'est pas parce que Hilaria et Laurent sont présents. J'ai depuis plusieurs mois des échanges avec mes parties prenantes où je dis tout le bien que je pense de cette initiative et comment ça nous a permis d'avancer sur la stratégie climat et de la rendre vraiment robuste. Et j'ai encore des exemples de la semaine dernière dont je vous parlerai. Alors, pour commencer, sans tarder, si tu veux bien, Laurane, voilà, c'est moi. J'ai deux, trois diapositives pour expliquer un peu qui on est, pour que vous puissiez comprendre un peu notre contexte avant de vraiment parler du retour de l'expérience. Donc, nous, GRDF, on est une filiale indépendante d'Engie qui est dotée d'une mission de service public. Ce qu'on exploite pour le compte des collectivités, le réseau de distribution de gaz, qui est un des plus grands en Europe et qui représente du coup 11 millions de clients, tous secteurs confondus. Peut-être que parmi vous, vous êtes des gens qui sont, entre guillemets, nos clients. Donc ce n'est pas nos, entre guillemets, infrastructures, c'est bien la propriété des collectivités locales pour lequel on pense que le réseau de gaz, en complémentarité avec les autres énergies, et dans un contexte où le gaz devient de plus en plus renouvelable, peut être un vrai atout pour la transition écologique, énergétique et la résilience des territoires. Et on a accueilli alors le réseau, disons de façon large, hein, pas seulement nous, plusieurs unités d'injection de biométhane, donc un gaz vert renouvelable produit localement, qui totalise une capacité de production de 15,5 TWh, donc je crois que c'est 3 ou 4 tranches nucléaires en équivalent. Et on est doté depuis 5 ans d'une raison d'être que j'ai rappelée ici. Si je continue, pour vraiment laisser le temps sur le témoignage. Le bilan carbone, c'est vraiment ce qu'on appelait la boussole de notre action. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par Laurent et Hilaria, sans bilan carbone, on ne sait pas d'où on part. Hein. C'est aller quelque part sans carte. Et donc, je ne parle même pas d'avoir un GPS. Et donc, nous, on intègre bien la totalité de nos émissions sur l'ensemble des scopes, y compris le gaz consommé par nos clients. Alors, ce qui était une petite subtilité, parce que nous, on n'est pas fournisseur, donc ce sont les fournisseurs qui vendent le gaz. Nous, on fait que le distribuer. Et donc, il y avait un peu il y a quelques années, cette question, bon, est-ce qu'on le prend en compte ou pas? Et comme on mène beaucoup d'actions
pour accompagner nos clients, on l'a bien pris en compte, ce qui représente, là vous avez le bilan carbone réglementaire 2023, presque 99% de nos émissions. On a un plan de transition que vous pourrez aller voir si ça vous intéresse lorsqu'on a publié notre bilan carbone. Et donc, c'est le point de départ de notre projet entreprise Mission Décarbonation. Je reviendrai, enfin après voilà, sur la typologie du bilan carbone. Donc, c'est beaucoup les gaz consommés par nos clients. Et quand on regarde notre périmètre plus d'activités, plus directes, y compris les achats, on a 2 tiers qui sont les émissions de méthane. Et ensuite, on a une grosse partie qui sont liées au chantier, aux achats de prestations et le reste sur tout ce qui concerne l'exemplarité salariée. Je poursuis, c'est juste pour voilà, vous donner un petit peu les problématiques. Donc, pour vous donner le projet d'entreprise, après, je vais entrer sur notre cheminement. On a annoncé en 2024 un projet d'entreprise complètement aligné avec les accords de Paris sur l'ensemble de notre périmètre, sur une trajectoire well below 2 degrees, avec 3 piliers qui sont de multiplier par 5 les gaz renouvelables par rapport à 2023, de diviser par 2 nos émissions de gaz à effet de serre de nos activités, donc tout sauf le gaz de nos clients, entre 2009, qui est la création de GRDF, et 2030, et de contribuer à la décarbonation de nos clients et partenaires. Donc on est en dehors de notre chaîne de valeur, donc y compris nos fournisseurs et nos pairs. Et notre socle, nos fondamentaux, c'est bien entendu la sécurité, le professionnalisme et la performance. Et donc ça, c'est vrai que c'est une trajectoire qui est inédite pour un secteur de l'oil and gas, de l'industrie fossile. Du coup, ça, c'est assez intéressant. C'est un peu notre cheminement. J'aurais peut-être pu choisir autre chose qu'une route, mais c'est un cheminement. J'aurais pu prendre une randonnée avec la montagne tout en haut. Le point de départ, c'est un bilan carbone en 2020. Au sud duquel on a fixé des objectifs et on a fait une première évaluation dont je vous parlerai, qui nous a poussé à faire une étude et une écoute de nos parties prenantes. Et à la suite de quoi, on a validé une ambition que vous avez vue, qui a été annoncée publiquement en 2024. Puis on a refait une évaluation acte. Donc c'est là où j'ai le plaisir de travailler, notamment avec Hilaria. Et là, c'est un petit peu l'information que Hilaria n'a pas, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui en parler. On a, suite aux recommandations, on a fait une autre étude dont les résultats ont été partagés au monde COMEX il y a un mois. Et donc, je vous donnerai quelques enseignements. Donc là, maintenant, je vais reprendre un peu chronologiquement ce qu'on a fait et vous expliquer pourquoi on l'a fait et quel avantage on a trouvé et le lien avec la stratégie de décarbonation. Alors, d'abord, il faut savoir pourquoi on l'a lancé. C'est qu'on avait un bilan carbone, on avait des objectifs 2030 qui étaient raisonnablement ambitieux et qui avaient été plutôt encourageants en termes de résultats. Et on s'est retrouvé à un moment où le gaz est passé de énergie préférée des Français il y a 15 ans à la guerre en Ukraine, des prix qui augmentent très fort et un contexte climat qui monte avec beaucoup de controverses sur les émissions de méthane. Alors plutôt, c'est sur les émissions de méthane de l'oil and gas, de l'exploration-production, donc pas à nous downstream. Mais bon, on fait quand même partie de cette même famille des énergies fossiles, qu'on le veuille ou non, même si on avait beaucoup travaillé sur les gaz renouvelables. En 2022, on avait encore à l'époque 1% de gaz renouvelable, donc à un moment, on pouvait pas se dire, bah voilà, on est décarboné. Bah non, la réalité, c'est qu'à 99%, nous ne sommes pas décarbonés. Il faut qu'on aille plus vite, il faut qu'on aille plus loin. Et donc, il faut qu'on voit aussi par rapport à notre trajectoire ce qu'il faudrait faire en plus. Et donc, en 2022, on a fait une évaluation acte. Et ensuite, on a fait aussi en parallèle une trajectoire SBTI qu'on n'a pas pu faire valider parce que en tant que secteur oil and gas, on n'est pas éligible à le faire valider. Mais donc, on a voulu regarder ce que ça donnait. Donc, on avait le quantitatif pour SBTI et le quali pour ACT. Et donc, ça a permis de montrer que l'organisation était plutôt mature, notamment en termes d'actions qu'on faisait pour les clients. Et ça, on peut remercier, entre guillemets, la crise ukrainienne qui fait que, alors qu'on n'osait pas trop, parce que c'est normalement pas dans nos missions de service public, on s'est quand même dit, le temps est trop grave, il faut qu'on mène des actions pour nos clients, même si c'est pas complètement, c'est un peu extensif de notre mission de service public, il faut qu'on le fasse. Et puis, notre COMEX était plutôt partant sur le sujet. Mais il y avait pas mal de choses à poursuivre. Donc, je peux vous dire, la note qu'on a eue à l'époque, c'est l'équivalent d'un 10,2 C+. Donc, c'est plutôt pas mal, mais qui était, je vous avoue, un peu déceptif, parce que vous savez, quand il y a une note sur 20 et qu'on a 10, on a du mal à dire que c'est fantastique, même si personne n'a 20 sur 20. Bon, les gens se disent, c'est quand même pas... Il y a quand même des marges de progrès.
et notamment en termes d'engagement des fournisseurs, Hilaria en a pas mal parlé, de trajectoire sur l'ensemble des scopes, et puis de ce soit plus intégré dans les métiers et dans les salariés, auprès des salariés. Du coup, la grande décision, ça a été de dire, OK, là maintenant, il faut qu'on regarde vraiment les leviers qu'on a à notre disposition. Et donc, on va faire une étude approfondie. Un employé, enfin, c'est un consultant qui était à demeure pendant 1 an pour vraiment confronter les objectifs avec tous les leviers qu'on avait à disposition, donc vraiment une vraie étude bottom-up. Et ça, l'acte, vraiment, ça a été le déclencheur d'une étude qui nous a permis ensuite de préparer notre projet d'entreprise. Donc ça, c'est pour la première évaluation acte. Si on va à la diapositive suivante, ensuite on a fait une étude enfin une analyse de nos, enfin une écoute de nos parties prenantes. Donc je suis déléguée RSE. Donc si vous êtes aussi dans ce cas-là, vous savez que l'écoute des parties prenantes, c'est vraiment l'ADN de la RSE. Et lorsqu'on les a interrogés, on s'est dit, ben, on est GRDF, on est un acteur de l'industrie fossile. Si on annonce un projet qui s'appelle Mission Décarbonation, qui d'ailleurs quelques semaines après qu'on a annoncé notre projet d'entreprise, c'était le même qu'EDF. Donc, vous voyez, EDF, GRDF, on n'est quand même pas les mêmes acteurs. Et pourtant, on a cette même ambition, cette même mission de décarbonation. Comment ça va être pris? Et si vous êtes comme nous dans un secteur qui est trop controversé, qui n'est pas exemplaire, bah, c'est quand même quelque chose qui n'est pas inutile de faire. Et on est beaucoup concentré sur est-ce qu'on arrive à l'objectif 1,5 degré. On était très objectif trajectoire, très quanti. Hein, c'est une entreprise d'ingénieurs en GRDF. Et en fait, ce que nous a appris l'écoute des parties prenantes, c'est que bon, n'importe qui peut avoir un objectif à 2050, même Chine, hein, comme l'a dit Hilaria, mais finalement, s'il n'y a pas de financement, pas de moyens, et que c'est juste du papier, bah, en fait, ça sert à rien. Et donc finalement, la question, c'est pas de savoir c'est quoi mon objectif, c'est quoi mon niveau d'ambition qu'il faut que je me fixe, mais plutôt comment montrer que je suis vraiment en transition. C'est quoi le levier, comment je les mets en œuvre. Et surtout, alors ça, c'est une spécificité de GRF, c'est que nous, on ne peut pas dire bon, le réseau de gaz, c'est quand même trop fossile. On va faire du réseau élec, on va faire je sais pas quoi. Non, nous, on a notre mission, c'est d'exploiter du réseau de gaz. Et donc, on ne peut pas dire qu'on fait autre chose. Donc, si on veut se décarboner, il faut faire avec ce qu'on a. Et donc, il faut qu'on décarbone nos actifs. On ne peut pas se dire ce sera le travail d'un autre. On s'est aussi dit qu'en termes d'objectifs, il fallait qu'on soit réaliste. La trajectoire de diminution 1,5 degré, c'est pas possible pour nous parce qu'on a des émissions locked-in qui font que on ne peut plus exploiter le réseau à un certain niveau de pression, que sinon ça nous aurait demandé d'avoir des investissements très importants pour décarboner tout ce qui est exemplarité salariée. Et donc finalement, on s'est dit, bon, le 1,5 degré est quand même compliqué, et le 2 degrés, bah, il est déjà inédit, finalement, pour un acteur comme nous, qui partons pas avec des avantages. Et donc finalement, le 2 degrés, c'est déjà très bien. Et on s'est dit, il vaut mieux quelque chose qui soit faisable, démontrable, objectivable, que quelque chose qui fasse beau et qui soit beau sur le papier. Ce que ça nous a aussi permis, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que quand on a travaillé avec les métiers, bah, c'est passé de l'étude de la RSE à l'étude qu'on fait ensemble avec les métiers. Et ça, c'était vraiment important parce que, vous le verrez, pour la mise en œuvre, vous ne pourrez pas faire, vous, si vous êtes dans une direction RSE, vous ne pourrez pas faire le plan climat seul. Ce sont vos collègues qui le feront. Vous serez là avec un autre rôle, mais ce n'est pas vous qui allez faire à la place d'eux. En tout cas, moi, je ne vous le conseille pas, ou alors vous allez vous retrouver avec 60 personnes dans votre direction et vous saurez moins bien que les métiers ce qu'il faut faire. Et donc, naturellement, si je vous dis ça, bah, Act, c'était vraiment une évidence. Vraiment une évidence parce que finalement, on s'intéresse sur le comment, on évalue les preuves et on avait la possibilité de valoriser au-delà du quanti qui était pas mal, mais sans plus, de montrer tout ce qu'on pouvait faire qui était qualitatif et qui permettait d'embarquer. Donc, si je poursuis. Et donc, du coup, on a fait, sur le projet d'entreprise que je vous ai montré, on a vraiment fait attention au comment. Et donc, on a fait une deuxième évaluation ACT qui a confirmé un très grand progrès. Et alors, je ne l'ai pas affiché, je vous le dis à l'oral, mais je n'ai pas affiché la note parce que, bon, la note n'est pas une fin en soi, mais c'est vrai qu'on est à 14,2 B+. Donc, on a vraiment franchi un gap. Et ça, c'est parce que bah, déjà, on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, qu'on a complètement fait évoluer notre gouvernance par différents sujets. Je veux dire, on a intégré dans les critères RH des facteurs décarbonation, ce qui est très important, hein, ce qui aide hein, quand les gens ont leur bonus qui dépend de facteurs carbone, bah, ils sont très attentifs. On a formé massivement
90% de nos salariés via une innovation interne qui s'appelle la fresque carbone, qui est d'ailleurs maintenant disponible. Si vous faites votre bilan carbone, et vous allez voir l'Association pour la transition bas carbone, hein, l'ABC, ils sont super, donc allez les voir si vous ne les connaissez pas. Maintenant, on a la possibilité de refaire ce même type d'outil pédagogique qui est très très puissant. On a les indicateurs de suivi carbone, suivi pas très régulier. On a internalisé aussi la compétence de bilan carbone. Donc maintenant, le bilan carbone, les gens dans mon équipe savent le faire de A à Z. Et ça nous permet aussi de peaufiner la méthode pour faire quelque chose d'encore plus robuste. On a engagé nos fournisseurs. C'est là où on a eu une très grosse hausse de notre note parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le sujet. Quasiment toute notre R&D est orientée sur les gaz verts, tout ce qui est plaidoyer, tout ce qui est communication, tout ça, ça a été quelque chose qui a compté. Par contre, alors voilà, on est content et quand on a présenté la note en COMEX, je me souviens, c'était juste avant qu'on a un échange avec les équipes de l'ADEME. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une hola du COMEX qui a dit, bon, c'est bien, mais le plus dur reste à faire, on n'a pas fini. C'est pour ça que j'ai mis la montagne à gravir. Et au-delà de la note qui est bonne, qui montre que, bah oui, on a fait des choses qui sont robustes, on a un plan de transition qui tient la route, on a mobilisé les métiers, toutes les conditions sont réunies, mais là, il va falloir encore délivrer. Et d'ailleurs, c'est pas parce que c'est pas une note bonne ou mauvaise, c'est pas une fin en soi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ça nous permet de progresser et d'améliorer notre plan climat. Et donc, nous, là, la revue critique, hein, on est un peu fébrile pendant que les équipes d'Hilaria vérifiaient que ce qu'on avait fait faire par un consultant externe était juste. Elles nous ont dit, bah oui, il y a plusieurs tendances positives et c'est très bien. Mais par contre, votre modèle économique, bah là, alors maintenant, on est à 5-6% de gaz vert, donc on a un peu moins de gaz, un peu moins de gaz fossile qui circule, mais on est encore à 94-95%, donc il faut avancer là-dessus. Et puis, il faut que vous travailliez. On avait fait une étude à horizon 2030 et 2050, mais on avait un peu rien entre les deux. Et il a dit, bah, il faut que vous jalonniez et il faut que vous meniez aussi une analyse des risques climatiques, de résilience. Et donc depuis, donc ça c'est les infos que ne connaissent pas Laura et Hilaria, bah, on a fait une étude à mi-parcours qui était très intéressante parce que elle nous a montré que on est sur la bonne trajectoire. Moi je pense que 2030, on va pouvoir y arriver, mais que il y a des effets croisés qui font que quand on va faire beaucoup de gaz vert, ça va faire beaucoup de chantiers et ça produit du carbone. Et donc si on veut éviter que la réussite de notre projet entreprise sur les gaz verts nuise à notre bilan carbone, il faut absolument qu'on mette les watts sur tout ce qui est chantier à empreinte réduite, bas carbone. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être moins vu venir. Il faut qu'on travaille aussi sur les autres leviers post-2030, et notamment sur l'économie circulaire. On travaille avec à des études pour permettre de factualiser les gains carbone. Quand on va réemployer une grande partie de nos compteurs, bah, c'est quoi le gain carbone que ça nous permet de faire? Quelles sont les autres références achats qu'on peut mettre dans une perspective économie circulaire? Et donc, c'est ça qui va nous permettre aussi d'atteindre ou pas les jalons 2035 et autres, parce que bah, le 2030, c'est pas l'arrivée, hein, c'est une étape. Et donc, il faut continuer à être dans cette trajectoire baissière. Et le signal clé, c'est en 2026 qu'on prépare 2035. Et donc, il ne faut pas attendre 2030 pour se rendre compte que finalement, il y a plein de choses qu'on n'a pas anticipées. Les compteurs du futur qui doivent être bas carbone, des chantiers bas carbone, des postes, voilà, du matériel qui est bas carbone. Ça, c'est maintenant que ça se prépare. Et puis, on a fait notre plan d'adaptation au changement climatique qui a montré qu'on était plutôt résilient, mais que bah, il y a quand même des choses qu'il faut qu'on travaille, notamment les codépendances entre opérateurs. Et là, d'ailleurs, on a regardé le référentiel acte adaptation. On s'est dit, bon, alors on va regarder, on a fait notre plan d'adaptation, alors est-ce qu'on est bon? Et là, en fait, on s'est dit, bon, bah, il y a des choses qui sont intéressantes, mais sur plein d'autres sujets, il faut qu'on avance. La chaîne de valeur, notamment. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. Et donc, j'ai envie de vous dire, même si vous n'êtes pas encore complètement mûr pour faire acte adaptation ou acte économie circulaire, biodiversité, regardez le référentiel, regardez comment vous mesurez. Et après, vous allez voir ce qu'il faut faire. Et donc, nous, c'est en train d'orienter complètement nos études pour se préparer. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux vous dire qui est vraiment intéressant. Je crois que j'ai encore une diapositive. Voilà, en résumé. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que acte, c'est pas un exercice comptable. D'ailleurs, c'est très agréable de quand on dit, bah, vous savez, nos chiffres, ils sont pas complètement cohérents parce qu'on a travaillé sur ci ou ça. Bah là, les équipes disent pas, non, mais n'est pas pour regarder.